97% des phénomènes. Nico, c'est la merde. Eh oui. On n'a plus de matériel. On nous a retiré les subs. Parce que nous étions trop subversifs. Et puis notre graphiste, il nous a claqué dans les doigts. Je crois qu'il se consacre à la campagne d'Alain Carignon sur Grenoble. C'est ça, c'est un choix, on le respecte. Bah oui, c'est douloureux. C'est douloureux. C'est pas simple. Et ça nous oblige à revoir complètement les aspects techniques, ouais. Mais il y a tellement de drames dans son enfance que je peux comprendre, tu vois, des choix un peu irrationnels. Bref. Je sentais tu sentais que ça allait... Ouais, il avait perdu pied ces derniers temps. Bon, de toute façon, il faut un peu de changement. Et le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Mon brave Nico, les gens ne te connaissent pas forcément alors que tu es un des piliers, un des monuments de pierre et de marbre de la zététique française. Et on a pensé assez intelligent de préciser d'où on cause et pourquoi et qui sommes-nous et quels sont les déterminants qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. Car qui ne sait pas d'où il part, ne sait pas où il va. C'est bien ça, non? Non. C'est bien ça, bien. C'était ma grand-mère qui disait ça. Et toi, tu es Nicolas Vivant. C'est ça. Et je suis informaticien. Ok, mais alors, informaticien, ça prédispose pas du tout à venir faire de l'esprit critique et à investiguer le champ de l'étrange et du paranormal. Non. Mais alors moi, mon parcours en zététique, il est assez classique en fait. C'est-à-dire que, enfin, assez classique. Il y a deux grands types de parcours en fait. Il y a les gens qui ont cru à un moment et puis qui sont à force de lecture, de parler à d'autres et tout, qui sont passés au-delà de leur système de croyance. Et moi, je fais partie des gens qui sont nés sceptiques en fait. J'ai l'impression d'avoir toujours été sceptique depuis que je suis né. Le Père Noël. Pas longtemps, tu vois. Même le Père Noël, on avait des doutes avec mes frères, donc les cloches jamais. mais voilà, donc le sceptique dès le départ, avec à une époque où Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc rencontrer d'autres sceptiques, c'est pas tous les jours, loin de là. Et puis surtout rencontrer des sceptiques qui ont envie de rencontrer d'autres sceptiques et de bosser ensemble, pas tous les jours non plus. Donc on est en 99 et Internet n'est pas encore très très développé, ça commence et je découvre une association qui existe qui s'appelle le Cercle Zététique, association sceptique. Je bookine quelques-uns de leurs dossiers, j'accroche. Et puis ils avaient une liste de discussion par email, c'est un truc qui a presque disparu maintenant à part sur quelques trucs techniques. Mais bon voilà, je m'inscris à cette liste et j'assiste dans un premier temps aux échanges sans me mêler parce qu'il y avait tout un tas de trucs que j'ignorais. Je veux dire les facettes, les fameuses facettes et les fameux effets de la zététique que je connaissais pas. Le travail de Brock. Ouais, non, je connaissais pas. Non, je découvre ça à cette occasion-là. Enfin, je l'avais découvert dans les dossiers quand même. Il y avait des références, hein, mais. Je te coupe vite fait. On entend des bruits, c'est parce qu'on est surveillé. Et donc il y a quelques drones qui nous survolent, mais. Ouais, non, c'est pas un truc qui m'inquiète. On est là incognito. On vous dit pas où on est. Donc voilà, pendant 6 mois à peu près, j'observe ce qui se dit, les échanges. Et ma première intervention, je crois que c'est une question qui est posée, qui avait déjà été posée 6 mois auparavant, et donc je me contente de donner la réponse qui avait été donnée 6 mois auparavant. Et en fait, c'est comme ça que je suis monté en compétence, c'est en lisant ce que les autres écrivaient, et puis en assimilant, et puis voilà. Je pense que c'est la même chose dans tout domaine auquel on s'intéresse. Dans un premier temps, on ingurgite, avant de commencer à régurgiter un petit peu et partager avec les autres. Et t'as eu des surprises dans les choses qui étaient déconstruites? T'as été surpris par certaines choses? Que t'as adhéré, je sais pas, la psychanalyse, des trucs... Au départ, non, parce qu'on était très très quand même orienté paranormal. Ok. Donc, moi j'avais un souvenir par exemple d'une séance de spiritisme à laquelle j'avais assisté jeune et que j'avais pas su trop comment gérer. J'avais été convaincu de rien du tout, mais bon, j'étais pas satisfait de la façon dont j'avais exprimé mon scepticisme à l'époque, tu vois. Et donc, au départ, on était sur des sujets comme ça, très paranormaux, fantômes, spiritisme, ovni, voilà. Il y avait Éric Maillot à l'époque, le fameux ufologue sceptique, qui a été il n'a pas été le premier, mais il a été un des premiers à publier, à écrire,
à être très actif dans le milieu, voilà. Donc bon, c'était sur des sujets comme ça. Du coup, pas de remise en question de convictions que je pouvais avoir, tu vois, ou de trucs, voilà, de convictions familiales. Au départ, c'était relativement simple. Okay. Et le cercle zététique à l'époque était animé par Paul-Éric Blanc-Rue. C'était le président, ouais. Qui est un personnage qui pose pas mal de problèmes, pas mal de questions. Bah, alors déjà, c'était le cas à l'époque déjà? Non, pas du tout. J'ai relu il y a pas très longtemps l'ensemble des échanges de 99 à, je crois, 2004. Et non, il y avait rien de particulier. Le seul truc un peu bizarre qui avait donné lieu à des discussions, je me souviens, c'était sur l'opposition à la loi Guesso. Ce qu'on appelle la loi Guesso, qui est pas une loi en fait, qui est un article de loi, d'une loi plus vaste, mais là-dessus, ils avaient tenu à le mettre dans la FAQ du cercle zététique, et ça avait donné lieu à quelques discussions, mais plus liées au cadre en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est au cercle zététique de se prononcer là-dessus? Paul-Éric Blanc-Rue, il est passionné d'histoire et d'histoire mystérieuse notamment, et donc il avait dit que ça rentrait dans le champ de la critique historique et que donc ça avait sa place là. Donc là-dessus, il y avait eu les premières discussions, mais c'est pas du tout pour ça que c'est parti en cacahuète avec le cercle zététique. Donc c'est parti en cacahuète vers 2002. C'est ça? Ouais. Et j'étais là, je me rappelle. Ouais. Et c'est pour des motifs associatifs en fait. C'est-à-dire que rapidement, le cercle zététique Rhône-Alpes est devenu une association avec une trentaine d'adhérents. Et là, le positionnement de Paul-Éric a commencé à poser problème. Ouais. C'est-à-dire, c'était lui qui était présent dans les médias systématiquement. Je me souviens d'une prise de tête sur le lieu où devait se dérouler l'Assemblée Générale du CZ. Il tenait absolument à ce que ce soit à Paris, alors qu'à Paris, ils étaient 4, 5, et à Grenoble, on était 30, quoi. Donc voilà, il y a eu des problèmes, des questions autour d'une publication qu'on avait à l'époque, qui s'appelait Enquête Z. Il y a eu des prises de tête sur l'argent. Je sais pas si tu te souviens de ça. On avait organisé une conférence avec Henri Brock, dégagé un petit bénéfice pour l'association. On nous avait reproché de ne pas participer au déficit du CZ national. Voilà. On avait trouvé ça un peu cavalier. Donc on avait démissionné. Oui. Et voilà. On a quitté tous le cercle zététique, là. Tout le cercle zététique, le Rhône-Alpes, s'est enfui. Et je sais pas si tu te souviens, on s'était réunis pour dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun repart de son côté ou est-ce qu'on part sur une nouvelle association? Avec des Florent Martin, des Stanislas Sanchak, des Jean-Louis Racah, des Florent Tournus, des Patrick Masson qui est là depuis toujours, tout un tas de gens qui sont les fondateurs de 2003 quoi. De l'OZ 2003, ouais, septembre 2003 je crois. Et c'est toi qui trouves le nom. C'est François B, notre graphiste, paix à son âme. Celui qui le Carignonien. Qui nous a fait le logo. Okay. Ouais. Et voilà, ça a été le début de l'aventure Observatoire Zététique. Alors ce qui était intéressant, et ça a été une de mes contributions, mais avec toi, je me souviens que déjà on était sur la même longueur d'onde, concernait le positionnement vis-à-vis des croyants. On tenait à prendre en compte l'impact social, l'impact humain que pouvait avoir notre travail sur quelqu'un qui avait une conviction profonde et qu'on venait secouer. Ça avait donné lieu, tu te souviens, à ce petit document où on disait comment se comporter quand on mettait en place un protocole expérimental notamment. Mais de manière générale, voilà, la grande différence, c'est qu'on voulait plus être dans l'opposition frontale comme pouvaient le faire les membres du cercle zététique à l'époque, dans des débats qui avaient lieu à la télé, c'était systématiquement dans l'invective, elle rentre dedans, et essayer d'avoir une approche un peu plus douce et qui prenait en compte les dégâts qu'on pouvait faire sur des gens, même s'ils sont convaincus de choses dont on n'est pas nous convaincus. Et cette fibre sociale, elle te vient d'où? Héritage parental? Alors oui, de la part de mes deux parents, mais aussi
caractère aussi, hein. C'est-à-dire que Tu es bon comme du bon pain. non, C'est bah, ça c'est pas ça, c'est que j'ai très vite pris conscience, et c'est pas très compliqué, que tout autour de moi, dans la famille, dans les amis, il y avait des croyances. Certaines qui étaient complètement barrées, et ça n'empêchait pas que c'était mon pote, mon cousin, tu vois, mon frère, et j'avais pas envie de rentrer, je sais pas, dans une espèce de confrontation permanente avec ces gens-là. Au nom de quoi? Au nom d'un engagement associatif, enfin tu vois. Et puis il y avait un côté un peu stratégique aussi, c'est-à-dire que j'avais la conviction, mais sans pouvoir l'étayer, hein, mais la conviction que nos propos étaient d'autant plus écoutables et entendables qu'ils étaient mesurés, enfin en tout cas dans la forme, tu vois. Et je me souviens que c'était ce à quoi on s'astreignait, c'est-à-dire de la rigueur sur le fond et de la souplesse dans la forme. On n'a pas besoin d'être... Voilà. Et je suis assez content parce que... Donc ça, c'est 2003. Hein, et finalement, on est en 2019. Et aujourd'hui, l'esprit de ceux qui s'intéressent à la zététique, il intègre ça, tu vois. Alors que c'était pas du tout évident. Hein, en 2000... Enfin, Ça adoucit les mœurs. ouais, puis je pense qu'on a été plus entendable. Le problème quand on a un avis hyper tranché, qu'on dit de façon un peu virulente, c'est qu'on convainc les gens qui sont déjà convaincus. Enfin, en tout cas, les gens qui nous écoutent sont ceux qui sont déjà convaincus. Ceux qui le sont pas, c'est insupportable d'écouter un mec virulent qui dénonce une croyance avec des mots qui te heurtent, tu vois. Voilà. Phil Plait qui résume ça à l'astronome. Dans une formule formule. Donc, ne sois pas un connard. Ouais. Personne n'a jamais été convaincu de changer d'avis sur quoi que ce soit par des gens qui les traitaient de mal, tu vois, qui s'adressaient à eux mal. Voilà, c'est ça. Et ton scepticisme natif, là, il me questionne, moi. Je me demande vraiment si... Est-ce que tu as bénéficié d'une éducation un peu privilégiée, avec des gens qui étaient déjà critiques Petit, vous discutiez de ça, vous relativisiez les choses, vous essayiez de sous-peser la preuve, il y avait déjà cette culture chez toi? Alors oui, ouais. Mes parents étaient toujours méfiants sur tout ce qui était dogmatique en fait. C'est quoi? C'était un milieu jeunesse ouvrière chrétienne, c'est ça? Ouais, mon père a découvert. Mon père, il est issu d'une famille plutôt bourgeoise et ma mère d'une famille paysanne. Une famille paysanne pour ma mère, mais avec une grand-mère qui était l'institutrice de la famille en fait, qui faisait faire les devoirs aux enfants, qui aime lire, voilà, donc pas des paysans illettrés, tu vois, loin de là, et mais des petits paysans, pas non plus des propriétaires terriens avec des métayers, hein, mais voilà, avec donc un niveau culturel et d'éducation qui était cool. Et puis du côté de mon père, plutôt, on va dire petite bourgeoisie urbaine, tu vois. Mais lui-même, quand il avait entre son adolescence, disons, et une vingtaine d'années, il s'est pas mal interrogé sur le fonctionnement familial, sur le fonctionnement de dans son entourage, tu vois, vis-à-vis de la religion qui était assez présente à l'époque, vis-à-vis de la politique et de l'impact qu'elle pouvait avoir sur les gens, parce que lui, au quotidien, il côtoyait par exemple, mes deux parents ont pas mal aidé à l'accueil des premiers immigrés dans les années 60, tu vois, 50-60, surtout 60. Quand tu parles premiers immigrés, tu penses à quoi? Les premiers immigrés en France, oui, alors des premiers c'est le métro à Paris. immigrés maghrébins, ouais. Tu sais, de cette fameuse ce qu'on a appelé la première génération, qui sont venus bosser dans les années 60, qui logeaient dans des préfabriqués la plupart du temps, des espèces d'Algéco. Voilà. Donc c'était avant le regroupement familial, tu vois, juste avant. Et ils ont fait de l'alphabétisation, ils ont donné des coups de main sur tous les aspects, tu vois, administratifs, légaux, lire des documents, écrire des documents, voilà. Donc on a tissé des liens forts avec plein de gens. Et tout en gardant une affection catholique marquée. Au départ, assez, ouais, mais très rapidement, mon père il s'est rendu compte qu'il y avait, et ma mère aussi, qu'il y avait un gros écart entre les propos qui étaient tenus dans l'église, tu vois, et ce qu'ils pouvaient vivre avec ces gens-là. Et par exemple, le déclencheur, je sais, le truc qui a fini de dégoûter mes parents, alors qu'il leur a fait prendre un recul incroyable sur l'église, c'est un jour où pendant une messe,
Mon père prend la parole. Il y avait un temps, tu sais, où tu pouvais prendre ta parole et dire des trucs. Mon père prend le micro et raconte qu'un employé d'une société qui s'appelait Tézier à l'époque à Valence, une société qui faisait des semences, est mort de froid, je crois, ou de faim, je sais plus. Mais il est mort au pied de son entreprise. D'origine, alors je sais plus, marocaine, je crois. Et donc mon père parle de ça l'avait énormément touché évidemment et choqué. Et puis à la fin de la messe, le curé vient voir mon père et il lui dit Michel, tu sais, peut-être que c'est pas le bon endroit pour parler de ce genre de choses. Alors mon père il dit comment ça, s'il n'y a pas un message d'amour et de partage et de solidarité, enfin il me semble que je suis en plein dans le truc quoi. Et le prêtre il dit oui mais il y a Madame Tézier qui était dans la salle et ça aurait pu la mettre mal à l'aise, tu vois. Mon père il dit non mais attends. Mettre mal à l'aise Madame Tézier par rapport à ce que à la mort d'un homme quoi, tu vois ce que ça représente. Et il a été alors là dégoûté, ça a été le début de la fin, c'est le moment où ils ont cessé d'aller à la messe en gros tous les dimanches ou presque, tu vois. Voilà. Donc il y a eu ce travail critique qu'ils ont fait eux et qui nous ont transmis. Et puis c'était des 68 arts, tu sais, donc on parlait de tout à la maison, notamment à table, et on pouvait remettre en cause la parole des parents, les convictions des parents, tout ça. Je cherche depuis tout à l'heure à placer un jeu de mots avec Elisabeth Tézier, tu vois, mais j'arrive pas à faire. Je rame. Donc à table, ça discutaillait. Ouais, voilà. Donc ça fait que bon, on a tous cet esprit sceptique et puis méfiant vis-à-vis de tout ce qui est mouvement organisé, tu vois, truc dogmatique où il faut tous dire. Donc c'est mes frères, ma sœur, on a tous cette méfiance de base, quoi, tu vois. T'as pris des schcaffes politiques à des moments précis, tu te rappelles dans ta vie? Des moments précis où tu sais ta trajectoire elle change, elle se réoriente. Tu rencontres les premières féministes ou j'en sais rien, tu discutes avec, je sais pas, tu voyages, ou tu rencontres une personne en particulier. Non, honnêtement. T'as pas de virage comme ça, non, hyper non, précis. Non. Ou une lecture qui t'a ébouriffé les cheveux. Non, il y a pas eu de moment où. Non, j'ai l'impression que mes convictions d'aujourd'hui, ma façon de regarder le monde, elles sont pas très différentes de quand j'avais 10 ans, tu vois. Après, je les exprime peut-être mieux, mais non, ça a pas énormément changé. Et t'as pas des lectures qui t'ont non. Bien. Non. Les lectures, elles m'ont permis de structurer ma pensée, de définir des trucs, tu vois, de mettre des mots, en fait, sur des fonctionnements, d'être un peu plus, d'être capable d'expliquer pourquoi, face à une problématique donnée, tu t'organises ta pensée comme ça, tu vois. Mais non, il n'y a pas eu je crois pas, j'ai pas le souvenir d'avoir pris des claques. Il y a des trucs dont j'étais persuadé que c'était bidon et je me suis rendu compte que ça existait, tu vois, en zététique. Mais c'est anecdotique, tu vois. Par exemple, les expériences de sortie hors du corps, tu vois. Les autoscopies, la sensation de se voir. Mais ça t'est déjà arrivé? Mais oui. Mais on dormait ensemble et oui. tu m'as vu nu. Non, c'est pas ça. Non, mais voilà, je faisais un dossier justement pour le Z sur les OBE. Et, Out of body experiences. Voilà, donc les expériences de sortie hors du corps. Qu'on doit toujours trouver en ligne d'ailleurs. Et donc j'ai fait une expérience de sortie hors du corps pendant les 3 semaines où j'ai bossé sur ce sujet-là. Alors c'était rigolo parce que je m'étais déjà rendu compte dans le travail de dossier que j'avais pu faire, tout ce que j'avais pu compulser et tout ça, que cette sensation existait. Alors qu'on sortait pas vraiment de son corps, si tu veux, que ça se passait quand même dans la tête, mais que la sensation, elle était réelle. Alors que moi j'étais convaincu, parce que j'avais une copine de ma mère qui vivait des trucs comme ça, enfin qui me parlait de voyage astro, elle, tu vois. Donc c'est déjà un peu plus connoté, mais j'étais persuadé moi que c'était du délire en fait, tu vois. C'était soit de l'hallucination, soit de la mythomanie, mais je pensais pas que derrière il y avait une réelle sensation en fait. Et c'est ce que j'ai découvert. Bon voilà, après ça a pas changé ma vie, tu vois. Mais voilà, c'est ce genre de petits trucs. Il y a plein de petits trucs comme ça où je pensais que c'était vrai, finalement c'était faux. Je pensais que c'était faux, finalement c'était vrai. La dernière fois que t'as changé d'avis sur un sujet, c'est quoi? Alors,
j'ai deux trucs sur lesquels je vacille quand même sérieusement là, c'est les OGM et le nucléaire. Mon père était de toutes les manifs antinucléaires quand j'étais jeune. Malville, partout. Et des manifs qui à l'époque étaient bien sévères, ouais, voilà, où les grenades volées, où il y a des bons affrontements avec la police et tout ça. C'est un faucheur volontaire d'OGM. Donc non, il le dit. Ça lui a valu d'aller au poste et voilà. Bravo. C'est un gilet jaune aussi, tu vois. Et sur ces aspects-là, sur les OGM et sur le nucléaire, avant je suis un traumatisé moi du nucléaire. Hein. J'ai vécu toute mon enfance dans la guerre froide et dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire entouré de centrales nucléaires. Et moi toutes les nuits je faisais des cauchemars de soit une centrale qui explose et on est tous morts, soit un bombardement russe. Un bombardement russe et on est tous morts. Tu vois. Donc c'est pour ça que t'es devenu nihiliste. De toute façon, perdu pour perdu. T'as mourir. Ouais, non, mais Allons-y. Vraiment, j'étais traumatisé par ça. Donc, quand je me suis penché sur la question et qu'il m'a fallu reconnaître, par exemple, que effectivement l'énergie nucléaire c'était probablement celle qui a le moins fait de morts dans l'histoire, tu vois. Ça t'a arraché un peu la couenne. Ouais, alors voilà. Donc ça, c'est pas des convictions parce que moi j'ai jamais été vraiment un militant de ces causes-là. Mais en tout cas, ouais, sur est-ce qu'on doit sortir du nucléaire, est-ce qu'on doit sortir du nucléaire maintenant, est-ce que les OGM, c'est vraiment tout acheté, tu vois. Donc voilà, là-dessus, je vacille. Et ton investissement sur la sphère informatique, je veux dire, t'es un libriste, t'es de la sphère des hackers, et tu fais sens avec la zététique. Tu vois un combat d'esprit critique d'avant-garde dedans. Tu penses que c'est un sujet à mettre en avant? Tu penses que c'est une priorité? Ben oui, en fait, la zététique donne une façon de penser, d'analyser les problématiques. Et même si nous, dans un cadre associatif, on l'a toujours appliqué à un périmètre qui est restreint, quoi, qu'on a choisi de restreindre, hein, on peut l'appliquer à tout un tas de trucs. On l'a fait ensemble sur tout un tas de sujets. Et sur l'informatique comme sur le reste, puisque c'est mon métier, tu vois. Et sur l'informatique, quand je soupèse le pour, le contre, que j'utilise le curseur de vraisemblance et l'ensemble des outils, voilà, que j'essaie de me sortir des biais liés au matraquage, marketing et tout ça, j'en arrive à la conclusion que pas faire le choix d'un logiciel libre quand il y en a un qui existe et qui permet de faire ce qu'on veut faire, c'est juste pas rationnel. Voilà. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'ai eu des discussions avec des zététiciens qui sont pas du tout dans le milieu et qui utilisent beaucoup de logiciels propriétaires et tout ça. Ils cherchent pas à le défendre, tu vois, et ils reconnaissent que c'est plutôt une habitude, un truc culturel, et voilà. Donc libriste par comme une conséquence j'allais dire logique d'un parcours, tu vois. Tu mets cette lutte-là en priorité? Je pense que c'est non prioritaire. Non, parce que avoir une analyse rationnelle de ça, c'est aussi reconnaître que l'informatique est un tueur d'emplois monstrueux, que c'est un consommateur d'énergie horrible. Enfin voilà, s'il y a un truc qui va pas dans le sens de mes convictions, c'est l'informatique, tu vois. Et en même temps, c'est mon métier. Donc on va dire que c'est un moindre mal. Voilà. Si on considère que c'est là et qu'on doit l'utiliser, alors faisons de l'open source. Mais moins d'informatique, c'est mieux en réalité. Tu vois, le vrai positionnement rationnel, ce serait juste de dire pas de smartphone, pas de PC, et puis j'essaie ou le moins possible, tu vois, et puis essayer de s'en sortir comme ça. Voilà. Donc non, c'est certainement pas prioritaire. Il y a des trucs beaucoup plus importants que ça. Enfin, tout le monde, je vais pas sortir le couplet sur l'environnement et sur la paix, et, tu vois, le désarmement, ça c'est des enjeux qui sont d'un autre niveau, tu vois. Voilà. Pourquoi on s'y colle pas? Pourquoi toi, par exemple, comment tu choisis tes combats? Je choisis mes combats en fonction de la proximité que j'ai avec eux. Okay. C'est-à-dire que je peux agir à mon niveau sur l'informatique parce que c'est mon métier et que j'ai des responsabilités dans
dans le domaine, donc voilà. Mais quitte à faire un dossier, pourquoi, je te pose la question de manière abrupte, pourquoi bosser sur les sorties de corps, mais pas sur les armes au Yémen, par exemple, la vente d'armes au Yémen? Pourquoi bosser sur tel sujet plutôt qu'un autre? Comment tu jauges ça? Est-ce que tu mets un critère éthique bien précis? Est-ce que tu mesures ça à l'aune du nombre de morts qui découle du sujet que tu veux aborder? C'est pas ça, c'est que, en fait, le travail critique, par exemple, sur les médias, il est très bien fait par Acrimed. Le travail critique sur les conflits, il est très bien fait par plein d'organisations politiques. Il y a plein de sujets sur lesquels il y a déjà moyen avec des organisations qui existent, sur les données personnelles, par exemple, sur Internet, tu vois. La Quadrature, il fait un travail incroyable. Donc, tu t'es mis sur le créneau matérialiste. Tu t'es mis sur le créneau athéisto-zététique. Sur le créneau sur lequel il y avait personne, en fait. Au départ, sur le paranormal, il y avait personne. Hein. Donc, il y avait ça. Et puis, tu vois, sur le logiciel libre, c'est parce que là, je peux agir directement. Voilà. Si je me positionnais, si je faisais des grands discours sur la souveraineté et les données personnelles, je serais toujours moins compétent et moins pertinent que les gens de la Quadrature qui bossent depuis des années dessus et qui font un excellent travail, tu vois. Et j'irais plutôt te donner un coup de main, j'en sais rien, sur des aspects techniques que de refaire le chemin intellectuel. Enfin, je le fais, je bouquine, donc mais bon, ils sont là, ça existe déjà, ils sont pertinents, donc voilà, c'est juste une question de rapport effort-efficacité, tu vois. Voilà, je pense être plus utile en participant au déploiement du logiciel libre sur l'agglo, alors soit dans mon propre boulot, soit en aidant des collègues, tu vois, d'autres communes et tout ça. Voilà, je pense être plus efficace là-dedans que dans la critique de la guerre au Yémen, des relations Arabie-USA, tu vois. Et si t'étais une fleur, tu serais quoi? Ah, là, tu l'as pas vu venir. Une Justiane. Un ortie. Une ortie, une ortie, je crois. Une ortie, il me semble. Ok. Et si un jour, tu sais quoi, j'avais pensé faire un bouquin, réunir plein de penseuses que j'aime bien, et leur demander de se mettre dans une situation où il leur reste plus qu'une demi-heure à vivre. Qu'est-ce qu'ils écriraient? Comme leg, tu vois, comme aux générations à venir. Voilà, si tu devais mourir dans 10 secondes, qu'est-ce que tu aimerais bien que les gens qui te regardent ici retiennent? Juste un truc. Je l'ai déjà fait plein de fois, cet exercice. En fait, chaque fois que j'écris une carte d'anniversaire ou un... Tu mets adieu et adieu. ouais. Tu sais, ou que je mets un mot... Ceci est peut-être la dernière fois que je t'envoie ta carte d'anniversaire. Non, moi j'écrirais « c'était cool ». Et c'est tout. Rien de prescriptif, tu vas pas dire non, je crois pas. Armez-vous tôt de tel outil, bossez les statistiques ou non. Rien. Tu fais confiance au libre arbitre des gens pour choisir. Tu veux pas leur faire gagner du temps. Alors oui, et puis surtout je pense pas pouvoir influer, et je pense pas qu'il soit souhaitable d'influer sur ce que les autres devraient faire, pourraient faire, devraient penser. C'est un peu ce qu'on fait en se filmant, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait en écrivant des articles ou des bouquins. Alors non, la zététique c'est un peu comme la science. C'est pas prescriptif, c'est-à-dire qu'au pire on dit ce qu'on a vécu, on fait part d'un raisonnement sur un sujet donné, mais on dit pas faites ça, fais pas ça, tu vois. Si t'écris un truc, c'est bien pour qu'il te survive, pour que symboliquement ça puisse se transmettre à quelqu'un d'autre qui le lise et qui bénéficie de ton expérience. Donc de fait, tu transmets déjà ton expérience. Juste dire c'était cool, de toute façon tous les paramètres ont changé, donc ouais, non, ça sert à rien. Non, mais tu me dis si il me restait 10 minutes à vivre, j'écrirais c'était cool, parce que c'est ce que je pense, c'était cool. En fait, moi j'ai la chance d'être un mec heureux, en fait, tu vois. Et ça, depuis toujours, tu vois. Je suis content, en fait. On le voit bien avec son joli teint et sa jolie peau. Je suis assez content, tu vois, parce que j'ai conscience de la chance que j'ai d'être dans un des pays les plus riches du monde, dans une catégorie socio-professionnelle privilégiée, d'être un homme, dans une ville super hétérosexuel, cool, d'être un homme blanc, hétérosexuel, pas malade, tu vois. Je veux dire, si moi je suis malheureux, je suicide, on se suicide tous, tu vois. Non mais je veux dire, voilà. C'est beau. Et donc c'était cool, ça résume ça, tu vois, c'était cool. Voilà. Mais tu leur dirais pas de lire un livre ou un truc? Non, lisez pas de livres, ça fatigue. Ça fatigue la tête. Non, buvez des bières. Et pourquoi des bières? Parce que c'est cool.
Non, tu sais qu'il y avait des thèses au 19e siècle où t'avais des gens un peu puristes qui disaient non, l'alcool et le tabac, c'est un détournement des forces révolutionnaires. Et donc, encourager les gens à picoler, par exemple, c'est peut-être saper leurs efforts de sortir de leurs conditions. Ça leur crée un cocon dont ils ne sortent pas le soir en picolant devant leur télé. Et puis les punks sont arrivés, ils ont dit fuck off, ils ont ouvert une 8-6 et le problème philosophique a été réglé. Voilà. Moi, je suis assez pour, voilà, plutôt punk de ce point de vue-là. Mais non, ouais, voilà, en fait, il y a un truc, enfin, je vais sortir un truc, mais qui encore une fois est tout bidon, mais moi j'ai deux certitudes. J'ai la certitude d'être né, parce que sinon, si j'ai pas la certitude d'être né, c'est pas la peine de vivre, tu vois. J'ai la certitude d'être mort, enfin pas encore, mais de mourir plus tard. Et après, ma seule philosophie, c'est d'essayer d'emmerder le moins de monde possible dans l'intervalle. Tu sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà. Mais c'est trop long à écrire. C'est émouvant, mec. Je suis complètement, tu vois, mes organes, c'est un peu le degré zéro de la philosophie, mais en même temps, voilà, c'est mon moteur. J'essaie de bien m'amuser et d'emmerder le moins de monde possible. Et si tout le monde faisait ça, ben, on sauterait pas sur les Yéménites, tu vois. Voilà. En fait, t'as plein de certitudes, toi. T'es certain d'être né. Je suis certain que ta connerie est bien conne, par contre. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ta question, elle est bien conne. Et tu sais, t'es pas né d'une flaque de boue, comme, tu vois. Alors, refais. Non, mais moi, j'aime bien, hein. Il faut garder. Bon, bah, très bien. T'as d'autres certitudes comme ça?